Or, évidemment, l'historiographie de la Quatrième République, entendue ici comme un moment, hein, comme lorsqu'on dit sous la Quatrième République, c'est une séquence temporelle, bien sûr, mais évidemment, je l'entends surtout comme un régime avec ses structures, avec ses pouvoirs, ses contre-pouvoirs, et surtout ses résistances et ses pesanteurs. Car parler de transition, c'est toujours dégager le poids de la nouveauté et celui de la permanence. Et là, je citerai Hannah Arendt qui disait qu'une transition, finalement, c'est un état où voisinent des choses qui ne sont presque plus ou ne sont plus et des choses qui ne sont pas encore. Et je dirais que pour la question des réfugiés, on est parfaitement dans ce cas de figure-là. D'ailleurs, dans un ouvrage paru chez un éditeur assez confidentiel à la toute fin, enfin juste en 1944, publié par un avocat qui a été juif, donc qui a eu à souffrir de Vichy et de ses mesures restrictives. Cet avocat s'appelait Fernand Corcos. Eh bien, il avait publié un ouvrage qui s'appelait « La France de demain, suggestions pour la Quatrième République ». Et on y lit, au chapitre sur l'immigration, la chose suivante, je cite, « La règle de la Quatrième République sera accueil et tolérance ». Et ça nous fait réfléchir parce qu'il faut se demander si effectivement ce diagnostic, cette prévision, cette prophétie peut-être s'est vérifiée. Alors, bien sûr, il n'y a pas de découpage chronologique parfait, mais la nécessité d'un exposé de toute recherche nous commande de circonscrire un objet d'étude restreint. Et ici, quand je parle de Quatrième République, j'évoquerai bien sûr les influences, la portée de ce régime, mais en me gardant de tout risque de ce que j'appellerais un retranchement chronologique. C'est vrai que la tentation est grande quand on fait une thèse ou même, je dirais, tout travail, de ne rester que cantonné à son époque, en regardant bien sûr un petit peu en amont et en aval, mais en peut-être ayant une tendance à trop accuser les spécificités de sa période. Dans une étude d'ailleurs très stimulante et fouillée, l'historien bien connu Serge Bernstein, dans un ouvrage majeur qui s'appelait Le modèle républicain, avait consacré une étude à la Quatrième République, République nouvelle ou restauration du modèle de la Troisième République. Et voici ce qu'écrit Serge Bernstein. Il évoque le double rejet de 1944, c'est-à-dire qu'en 1944, on a rejeté à la fois Vichy et la Troisième République, mais il soutient que le premier rejet, donc le rejet de Vichy, supplantait très nettement le second. Et donc, on observe dans ces années 44, 46, je dirais, un manque d'imagination, un faible renouvellement politique, des grilles d'analyse qui sont parfois datées et qui font que l'on peut s'interroger sur la réelle portée du changement que marquait la Quatrième République, même si aujourd'hui on a tendance un petit peu à insister sur ces changements, tout en, je dirais, rappelant l'héritage de la Troisième République. C'est notamment ce que fait Philippe Nord, le grand historien Philippe Nord, dans son très beau livre qui a été traduit il y a quelques années en français, le New Deal français, justement, où il parle de cette époque. Et je reviens ici à Serge Bernstein qui dit « La France de 1946 reste majoritairement imprégnée de la culture politique de la fin du XIXe siècle, même si une forte minorité, éclairée par les difficultés de l'entre-deux-guerres et de la défaite de 40, cherche d'autres voies. » Donc, la Quatrième République, plus qu'un tournant, est une transition enserrée donc entre deux républiques. En vérité, elle n'a jamais eu ni le temps ni les moyens de s'épanouir. À de rares exceptions, d'ailleurs, ce régime n'a pas fait, en tout cas ce temps de transition n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie sur la question des migrations. J'y reviendrai dans un instant, et c'est pourquoi j'avais réalisé ma thèse sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'on a
dès qu'on parle de transition, tendance soit à insister peut-être dans une certaine tradition gaullienne sur une rupture complète avec Vichy, soit, je dirais, sur peut-être ce qui annonce déjà l'avenir et peut-être même la Ve République. Moi, je propose une vision plus descriptive en essayant de faire la part entre le nouveau, l'ancien et donc ce qui n'était pas encore. Donc, historiographie de la Quatrième République. Deuxième massif historiographique, évidemment, c'est celui de l'immigration. Je le croise avec mon étude de la Quatrième République et là, je serai très bref, puisque la Quatrième République n'a croisé que par accident, peut-être par bribes, l'immigration, et je dirais qu'elle n'en a jamais fait un objet global. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose de l'historiographie de l'immigration, qui voyait toujours la Quatrième République, je dirais, comme un sas, un passage. Et puis, troisième ensemble historiographique auquel je me rattache, évidemment, c'est l'historiographie des réfugiés, que l'on a d'ailleurs de plus en plus tendance à traiter à part, ce qui me semble d'ailleurs un problème méthodologique. Aujourd'hui, on est dans un émiettement qui a commencé déjà il y a plusieurs décennies, qui fait que on a tendance à avoir d'un côté ce qu'on appellerait les migration studies et de l'autre les refugee studies. Et il semble que souvent, maintenant, on étudie ces deux éléments de manière séparée. Moi, je plaide dans mes travaux, notamment dans ma thèse, pour une approche conjuguée de ces deux éléments qui, en tout cas, sont les objectifs et les chantiers d'un même ordre politique. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, en France, il y a beaucoup de travaux soit d'historiens français, soit d'historiens étrangers qui ont travaillé sur cette question des réfugiés. Il y a bien sûr les travaux de Michael Marus, de Gérard Noiriel, de Dzovinar Kevonian, de la sociologue Karen Akoka. Plus récemment, je citerai les ouvrages des historiens Laure Imbert et Greg Burgess sur l'après-guerre. Et pour ne retenir que les ouvrages qui traitent de l'objet en général et non de nationalité précise. Et puis je citerai la très belle synthèse qui vient tout juste de sortir due à l'excellente historienne Delphine Diaz qui s'intitule « En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours » et qui a l'intérêt donc d'élargir la focale d'analyse. Alors mon propos après cette présentation où je manque historiographiquement dans l'existant, je dirais qu'il sera assez simple et sa problématique sera directe. En quoi ce temps de transition accuse-t-il les écarts entre de grands principes permanents et les réalisations? En réalité, je dirais que cet exposé peut être compris comme une mise en abîme parce qu'il y a la Quatrième République qui peut être comprise comme un temps de transition à soi seul, à l'intérieur desquels on trouve de plus petites transitions, bien sûr, l'après-guerre, mais aussi des transitions sur l'approche précise de la question des réfugiés. Donc, je dirais des petites transitions prises dans une grande transition. Alors, mon premier point portera bien sûr sur la réactivation de slogans anciens au lendemain de la guerre, et cela s'imposait après Vichy, évidemment, où l'on présente finalement la France comme toujours une patrie universelle. Alors, je pourrais commencer par un adage très connu, chaque homme a deux patries, la sienne et la France. Alors, ce n'est pas un Français qui avait prononcé cette phrase, mais sans doute Jefferson, l'Américain Jefferson à la fin du XVIIIe siècle. En tout cas, ce propos un peu intemporel montrerait à quel point la France tient à son rôle d'asile des infortunés qui peuplent le vaste monde. En réalité, si on s'intéresse trop aux images, on risque d'accorder, je dirais, à l'idéologie et aux idées pures, s'il en existe, aux impératifs moraux peut-être une trop grande importance, même si, bien sûr, ces éléments comptent. Les mots sont importants, mais ils ne peuvent être désincarnés et ils ne peuvent être découpés du réel. En réalité, la politique des réfugiés, bien sûr, s'appuie sur ces grands principes, mais aussi sur des éléments beaucoup plus prosaïques. D'ailleurs, après-guerre, la France avait connu Vichy, et cela avait écorné son image, pas complètement, mais quand même,
et notamment le grand écrivain espagnol qui fut déporté, Georges Semprin, dans un très beau livre qui s'appelle Le Grand Voyage, publié en 1963, disait « Il faudra que j'essaie de penser un jour sérieusement à cette manie qu'ont tant de Français de croire que leur pays est la seconde patrie de tout le monde. » Alors, pourquoi cette idée, justement? Alors, je dirais qu'il faut, pour comprendre ce grand principe et sa réactivation après 1945, il faut procéder à deux mises au point principal. Tout d'abord, la question de l'accueil des réfugiés ne peut être considérée indépendamment d'un environnement de situation et d'idées. Elle se dessine à une époque où les contours de l'État changent et, je dirais, les attributions, les missions de l'État changent. Et sous cet angle, on comprend donc que la question des réfugiés se technicisait et, autre élément très important, se nationalisait, ou peut-être faudrait-il dire, elle s'étatisait. À une échelle plus réduite, en outre, la perception de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement des réfugiés ne doit pas être, comme je le disais tout à l'heure, disjointe de l'immigration, de cette gouvernance de l'immigration en général, ce qui est le cas, comme je le disais il y a un instant. Il est vrai que parfois, le traitement des réfugiés occupait un espace un petit peu à part, un peu intouchable, les réfugiés ne passant pas pour des étrangers comme les autres. Mais pour reprendre l'expression de notre maître, Ralph Shore, dans un article qui s'intitule « D'un discours généreux à une pratique parcimonieuse », les réfugiés politiques en France de 19 à nos jours, paru dans un collectif en 2003, eh bien, je dirais que si on prend en compte ces deux éléments que je viens d'évoquer, on comprend le hiatus, le décalage entre un discours généreux, c'est vrai, et une pratique parcimonieuse, c'est aussi vrai. Alors, il est vrai que le renforcement de l'État au lendemain de la guerre, et je dirais même d'une certaine manière de l'État-nation, et ce depuis le 19e siècle, s'est accompagné d'une rigueur toujours plus grande dans la perception et le traitement des réfugiés. Et d'ailleurs, au même moment, le nombre de réfugiés qui gagnent la France et l'extension des différents types de réfugiés va complexifier les données du problème. Il y a une belle étude parue dans les années 50, au début des années 50, par un fonctionnaire qui s'appelait Jacques Vernant, une étude commandée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et l'étude s'appelait « Les réfugiés dans l'après-guerre », où Jacques Vernant insistait sur le rôle de la France. Et il disait « La France, patrie des droits de l'homme, a été depuis la Révolution, peut-être plus que les autres pays, une terre d'asile. » Et beaucoup d'intellectuels souhaitaient que l'on renoue avec ce grand principe. Je citerai par exemple Emmanuel Mounier dans Esprits, mais aussi dans Combat, où il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Les nouveaux réprouvés ». Mais ce n'est pas qu'une affaire d'intellectuels, c'est aussi une affaire politique, puisqu'on sait par l'historien Daniel Cohen qu'en juillet 1945, une note du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères, faisait valoir l'opinion du ministre Georges Bidault, selon laquelle le rang de la France pouvait être défendu par le biais de la question des réfugiés, dont il convenait donc de faire un enjeu. Défendre les réfugiés, c'était défendre le rang de la France. On utilisait donc les mêmes mots que par le passé, mais les mêmes mots ne sont pas toujours employés dans le même sens. Et si l'on s'intéresse politiquement aux discussions qui ont été préparatoires à la constitution de la 4e République, je dirais que l'engagement quand même au service de cette idée de patrie universelle des réprouvés du monde entier était un peu émoussé. Ainsi, beaucoup de députés du PRL, le Parti républicain de la liberté, qui est le principal parti de droite à la sortie de la guerre, avec d'ailleurs plus tard le RPF, eh bien, ces députés refusent une phrase du préambule de la 4e République. Là, on est aux discussions préparatoires, c'est l'Assemblée constituante. Tout homme persécuté en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires
de la République et un député, Robert Brunel, donc député PRL du Loir-et-Cher, dit « C'est un acte de générosité, mais il frise la naïveté ». Un autre député PRL essaya de faire infléchir le débat dans un sens un peu plus subtil et il a proposé un amendement qui a visé à remplacer la formule « en raison de son action en faveur de la liberté », c'était donc toute personne peut demander asile en raison de son action en faveur de la liberté, par en raison d'actions d'ordre politique. En réalité, il se justifiait de la manière suivante. Ce serait une limitation apportée à l'hospitalité très large que la France a toujours accordée à tous les proscrits. Je crois que nous sommes complètement d'accord dans cette Assemblée pour dire que nous ne voulons pas de restrictions en la matière. Et en fait, il s'agissait là de ne pas accueillir que, si j'ose dire, les héritiers des antifascistes, mais aussi éventuellement d'autres types de réfugiés. Je dirais que tous les partis étaient concernés par cette question. Les communistes, alors les communistes étaient quand même très vigilants face aux idées professées par les candidats à l'asile, mais ils étaient bien sûr pour l'accueil. Les socialistes étaient acquis un très grand libéralisme en la matière. Pour la SFIO, Marcel Livian a d'ailleurs rédigé un rapport sur cette question. Le RPF, dont je parlais à l'instant, lors de ses premières assises nationales à Marseille en 1948, en appelle, je cite, à un généreux droit d'asile. Il y avait donc un certain consensus concernant la philosophie de la question, tout au moins. Dans les faits, les choses étaient un petit peu plus compliquées et il convient de s'intéresser ici à l'action concrète en faveur des réfugiés. Donc, je mets, si vous voulez, en regard ces grands principes et l'action. Alors, Michael Marus nous dit que la question n'était pas simple du tout, puisque l'Europe, écrit-il dans son bel ouvrage « Les exclus, les réfugiés européens au XXe siècle », il écrit « L'Europe n'a jamais vu autant de réfugiés. Ils étaient, au sortir de la guerre, estimés à 30 millions. » Alors, une grande partie a été rapatriée, mais il restait ce qu'on appelait le dernier million. Et ce dernier million avait pour lot commun une errance sans fin. Alors, il y avait quand même une certaine confusion dans la manière de nommer ces réfugiés par rapport à leur statut d'avant-guerre. Alors, vous savez qu'il y a cette expression de displaced persons, les DP, qui apparaissent, mais en réalité, et ça c'est intéressant, après la guerre, en France, on cherche à subordonner la question des réfugiés au domaine migratoire, à la politique migratoire et donc à des questions économiques. En 1948, une commission interministérielle de l'immigration a créé des structures de sélection médicale et surtout de sélection professionnelle pour les réfugiés et en ouvrant des antennes dans un grand nombre de villes. Souvent, les réfugiés se voyaient d'ailleurs dans l'obligation de changer de métier. Alors, on a beaucoup de documents qui montrent que des acteurs, des réfugiés eux-mêmes parfois, des associations, des élus, ne comprenaient pas très bien l'architecture nouvelle et la hiérarchie, de la typologie, je dirais, des réfugiés. Et donc, on a énormément de textes, mais je dirais que donc l'idée générale, c'est le souhait de calquer l'attitude à l'égard des réfugiés sur le régime plus général réservé aux étrangers. D'ailleurs, on peut trouver aux archives du ministère des Affaires étrangères, série Espagne, à propos des Espagnols, qu'aucun traitement particulier ne leur a été réservé. En janvier 1945, la direction des étrangers fait état, après la demande d'asile de républicains espagnols, du désir légitime du gouvernement de ne pas augmenter, dans les circonstances actuelles, le nombre des étrangers en France. Alors, le contexte change entre l'immédiate après-guerre et le début de la guerre froide. Et le deuxième point que je vais rapidement aborder, c'est une question de structure. C'est que cette politique, d'abord, je disais transition, nous allons de transition en transition. Cette politique, d'abord, s'est réalisée dans le cadre d'une structure qui s'appelle l'Organisation internationale pour les réfugiés. Georges Bidault, dont je parlais tout à l'heure, écrivait à la fin de la guerre à son homologue ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, qui était très ouvert sur la question des migrations,
que le gouvernement français, je cite, veut revenir au principe du droit international dont s'est toujours inspirée la politique française. Mais cette politique s'inscrivait dans des structures internationales, notamment l'UNRWA, qui, depuis 1943, s'occupait de la question des réfugiés, le comité intergouvernemental des réfugiés, qui ont ensuite soit voisiné, soit laissé place à l'OIR, l'Organisation internationale pour les réfugiés, née en 1946, une naissance qui fut tout sauf simple puisqu'elle a révélé les dissensions entre les alliés sur des problèmes essentiels et sur la définition même de ce qu'était un réfugié. D'ailleurs, les États-Unis y exerçaient une prépondérance évidente et toute aide était d'ailleurs, je dirais que l'aide du plan Marshall était conditionnée à l'accueil de personnes déplacées. L'OIR dut attendre en vérité 2 ans pour exister véritablement et 15 États fournissaient 75% des contributions aux dépenses d'exécution et la France s'est demandé, il y a eu des débats, si elle devait ratifier la Constitution. Alors, il y a eu un rapport de la Commission des Affaires étrangères porté par le MRP Paul Coste-Floré qui rappelle donc l'image de la France, terre de liberté, et qu'il dit il faut se féliciter de la constitution de l'OIR, car la situation géographique de la France lui commande de chercher une solution internationale au problème des réfugiés. Alors, en attendant que l'OIR soit définitivement établie, il y avait une CPOIR, la commission préparatoire de l'OIR, qui s'est installée à Genève et qui s'est occupée donc du dernier million et même plus. Mais rien n'assurait en vérité de la ratification finale, l'OIR devant d'ailleurs être transitoire et considérée comme une agence spécialisée non permanente de l'ONU. Comme le note Michael Marus, l'OIR devient l'instrument des puissances occidentales, principalement les États-Unis, qui lui fournissent près de la moitié de son budget. Et donc, à cette époque, quelques appréhensions naissent en France. Les communistes voient dans l'OIR le bras à peine voilé de l'impérialisme américain. D'autres, notamment à l'échelle locale, et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire un jeu d'échelle dans les archives, à l'échelle locale, considérer l'OIR comme un organisme dont les objectifs ne correspondaient pas à ceux de la politique migratoire française. J'avais retrouvé notamment un rapport du préfet des Basses-Pyrénées qui avait manifesté son mécontentement au ministère de l'Intérieur, où il disait que les services des renseignements généraux sont aidés par la délégation de l'OIR à Bayonne et les organisations politiques locales espagnoles, particulièrement actives dans l'arrondissement de Bayonne. En fait, il y avait beaucoup trop d'indulgence, selon lui, au sein des délégués de l'OIR. Depuis les accords du 13 janvier 1948, des offices de l'OIR, qui comprenaient des fonctionnaires français, des représentants de l'OIR et également des réfugiés, prévoyaient donc une collaboration entre l'OIR et le gouvernement français. J'ai récemment publié dans la revue Archives Juives un article justement sur la délégation française de l'OIR auquel je me permets de vous renvoyer si vous voulez entrer plus dans le détail. Mais la France je dirais que ne prenait jamais ses distances avec des considérations de main-d'œuvre. Qui se retrouvaient dans la politique française migratoire en général, ça c'est classique, mais aussi dans la politique des réfugiés. Elle était d'ailleurs le 3e pays contributeur de l'OIR et a investi massivement, alors pas toute seule, mais pour justement alléger un petit peu le sort de ces réfugiés. Alors, quel bilan de l'action de l'OIR après ces quelques années transitoires pouvait-on dresser en France? En réalité, dans sa totalité, l'OIR a pris en charge plus d'1,5 million de réfugiés. Et d'ailleurs, leur dossier était clos en 1950 au moment de la cessation des activités de l'OIR. Donc certains ont été réinstallés, d'autres ont été
beaucoup moins nombreux rapatriés, certains ne pouvaient être reconnus comme réinstallés. Bon, il y avait beaucoup de catégories, mais en tout cas, la France avait accepté de réinstaller chez elle près de 40 000 réfugiés, tandis que 150 000 ne jouissaient plus que de la protection juridique et politique de l'OIR, et certains avaient réussi à s'intégrer clandestinement. C'est un document qui s'appelle Les réfugiés et l'OIR en France que je vous cite. Les réfugiés ont réussi à s'intégrer clandestinement dans l'économie française, puisqu'il ne s'agit pas de réfugiés réinstallés et que l'OIR ne subvient pas à leurs besoins. Ce chiffre est énorme, surtout si on le compare à celui des réfugiés de la même catégorie dans l'ensemble des autres pays, qui n'atteint même pas la moitié. Donc, bonne politique, je dirais, avec des résultats globalement satisfaisants en termes de réinsertion. Et justement, on fait ce bilan en 1950 parce que l'OIR doit cesser d'exister. Et l'ONU, à cette époque, avait décidé de la création d'un haut commissariat aux réfugiés, le HCR, et à ce moment, le directeur adjoint de l'OIR, Pierre Jacobson, dit la chose suivante. Lorsque l'OIR disparaîtra, le problème politique et économique qui avait provoqué sa création aura été en grande partie résolu, mais le problème humain restera entier. En février 50, Robert Schuman, le français Robert Schuman, et Donald Kingsley, directeur général de l'OIR, signaient un accord pour assurer la transition entre cette agence et un organisme non plus international, mais français, avec un autosatisfecit quand même assez important, alors que le problème n'est pas réglé. Or, justement, à cette époque, la France doit choisir à la fois donc une structure nationale qui deviendra l'OFPRA, et je rassure Riyad, je regarde le temps, mais aussi elle doit participer aux discussions sur la Convention de Genève. Alors la France avait toujours été partie prenante de toutes ces conventions internationales par idéal et par intérêt. Je dirais que sur la France face à la Convention de Genève, on a le très bon travail de Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, la République face au droit d'asile, paru en 1998, qui est en fait une réédition d'un ouvrage aussi célèbre qui s'appelait La tyrannie du national. Mais la préparation de la Convention de Genève prévoyait 3 phases. D'abord, il fallait, dans une perspective nationale, élaborer un plan. Ensuite, dans un second temps, les points de vue de chacun des pays devaient être confrontés. Et enfin, le projet revenait à l'intérieur des frontières et ouvrait dès lors le processus de ratification. Mais on était en pleine guerre froide et il s'était produit un raidissement des positions qui s'observait assez facilement. Une commission interministérielle du 3 juillet 1951 prévoyait que la délégation française demandât à revenir sur un certain nombre de points. En contrepartie des droits accordés aux réfugiés, la Convention devait prévoir des sanctions en cas de manquement, en particulier le retrait du précieux statut de réfugié. Corollaire de cela, les dispositions permettant des circulations sans visa, c'était une des dispositions, ont suscité une inquiétude très claire au sein du gouvernement. Et puis, bien sûr, on a ajouté des clauses d'ordre politique, des restrictions. En réalité, c'était en parfaite cohérence avec la politique d'immigration de l'époque. Si l'on ajoute les craintes quant à la concurrence des réfugiés sur le marché du travail, on a là, je dirais, exactement les mêmes éléments que dans la politique migratoire traditionnelle et générale. Par ailleurs, Robert Schuman l'avait compris, la position française dans le monde s'affaiblissait et cela risquait de réduire la capacité de persuasion du Quai d'Orsay. Et à un moment, même, c'est la Grande-Bretagne qui passe pour la patrie des droits de l'homme. Donc, il y a de nombreuses discussions, et notamment au moment de la ratification du texte. Et là, le ministre des Affaires étrangères fut accusé d'avoir trop mollement défendu les intérêts français. En réalité, il y a des conflits entre les ministères et c'est constante. Le ministère de l'Intérieur n'acceptait pas qu'une commission de recours pût s'opposer aux expulsions. Le ministère du Travail regrettait
que la clause de non-concurrence soit abandonnée. Le Parlement était peut-être un petit peu plus généreux, mais en tout cas, en 1953, une commission des affaires étrangères qui est réunie sous l'égide du socialiste Daniel Mayer remarque la chose suivante: la préparation de la convention a été laborieuse, puisque la conférence des 2 et 25 juillet 1951 fut précédée de 2 autres. Le procédé le plus simple eût été d'admettre les réfugiés au bénéfice des conventions déjà existantes. On a préféré élaborer un texte nouveau. Cette décision n'était pas sans danger, d'autant plus que ses partisans tenaient à rédiger un texte acceptable pour le plus grand nombre de pays. On courait le risque de sacrifier la qualité à la quantité, et donc un catalogue de critiques s'ensuit. La France parvint malgré tout à aligner des conditions de travail sur le droit des réfugiés sur le droit commun des étrangers, et surtout, je dirais qu'elle a réussi à introduire un certain nombre de restrictions. Et tout ça était important parce qu'au même moment, et c'est mon dernier point que je vais traiter très rapidement, au même moment, il s'est produit un transfert de compétences vers un office français qui sera donc l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Là encore, il y a eu débat, beaucoup de débats au moment de la disparition de l'OIR, comme je le disais. Et on était vraiment dans un moment, je dirais, d'incertitude et de discussion. En réalité, le climat semblait assez peu propice à une remise à plat de la question des réfugiés. Le temps ne le permettait pas non plus. Et il y a eu des querelles internes. Bon, je n'ai pas trop le temps car je vois que l'heure avance, mais en tout cas, il y a une inquiétude après la cessation des activités de l'OIR, qu'il y ait un vide et qu'il n'y ait pas de structure qui gère les réfugiés. Et donc, toute la difficulté consistait à articuler le national et l'international. En réalité, il y a eu un débat dans la presse, dans Le Monde, par exemple, dans des revues comme la revue Études ou la Vie intellectuelle, où on défendait une solution internationale à la prise en compte des réfugiés qui n'empêchait pas la création d'une structure nationale. En tout cas, en janvier 1952, lors d'une séance de l'Assemblée générale de l'ONU, le délégué français soutient la chose suivante: la seule attitude positive envers la question des réfugiés consiste dans une coopération étroite entre les autorités internationales et les autorités nationales. Mais cela n'était pas facile à atteindre, et comment cela devait-il prendre consistance dans les faits? Je dirais qu'avec la naissance de l'OFPRA, on entrait d'une certaine manière dans une forme de normalité. Et pour reprendre une distinction chère à Riyad Ben Khalifa, on sortait un petit peu de l'exceptionnel pour retourner vers l'ordinaire. Et je dirais que, alors que la politique d'immigration en 1950 commençait à être un petit peu grippée, finalement, on a vu dans les réfugiés une possibilité de réguler le marché, même si on continuait à traiter ces réfugiés à part. Alors, en réalité, bon, je dirais que l'OFPRA a été donc précédé de débats, je vous le disais, en 1952, et finalement, on a trouvé, je dirais, un terrain d'entente, et beaucoup disaient on entre dans une ère nouvelle. On sort de l'ère de la normalité, l'apostrophe, pour entrer dans une ère de normalité avec un office français qui devait prendre en charge, en collaboration avec les structures internationales, les réfugiés, et on se satisfaisait globalement d'une politique acceptable. Et donc, je dirais qu'à ce moment-là, et je dois conclure ici, on passe d'abord d'un temps de désorganisation, de fort afflux de réfugiés, à une période de transition marquée par l'OIR, donc une période vraiment internationale, puis à une période où le national
et l'international parviennent à voisiner par échelle emboîtée. Et d'ailleurs, lors du débat sur la naissance de l'OFPRA, Michel Debré, qui jouera un grand rôle par la suite, qui était rapporteur de la commission des affaires étrangères, disait « Nous manquons d'une politique générale des étrangers, politique qui devrait comprendre l'accueil, l'emploi, l'installation et enfin la naturalisation. » Et il ajoute « Nous n'avons que des morceaux de politique. » Il me semble pour ma part que la France a conservé les grands principes qu'elle a sans cesse adaptés à des réalités diverses, mais tout de même assez stables et d'un nombre réduit. Et sans vouloir trop forcer peut-être l'hypothèse, il me semble que la création d'un office français, l'OFPRA, a pu servir de trait d'union et limiter les morceaux de politique dont parlait Michel Debré, sans pour autant faire de tout cela un ensemble cohérent. Les préoccupations étaient uniformisées, le regard était lui aussi uniformisé, les acteurs, les pratiques aussi, mais il n'y avait toujours pas de structure unique, car, comme je le disais tout à l'heure, les réfugiés ne semblaient pas encore tout à fait des étrangers comme les autres. Mais la 4e République aura quand même eu à son actif de gérer cette crise, elle qui était déjà en crise structurelle, de gérer cette crise et de léguer, y compris à notre temps, des structures toujours efficaces et je crois peut-être même léguer une forme de philosophie de l'immigration. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, je crois qu'il faut revenir à ce moment fondateur et on aurait, je crois, beaucoup de choses à apprendre de ce dosage entre les principes d'un côté et de l'autre côté, une politique qui en tient compte, mais tient aussi compte d'autres facteurs. La politique, je crois, ne dérive jamais directement des idées. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir présenté cette communication très riche et fondée sur une quête archivistique très importante. Visiblement, je vois les traces des informations collectées aux archives nationales, aux archives de l'OFPRA, aux archives départementales, la presse. Donc tout ça, ça a donné une matière très importante, bien sûr, qui a servi à alimenter les réflexions autour de ta thèse et également pour une conférence axée sur la question des réfugiés. Nous avons appris beaucoup de choses. Je rappelle juste à ceux qui nous écoutent sur Zoom et sur Facebook, la page du laboratoire Histoire des économies des sociétés méditerranéennes, que l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, continue à gérer la question des réfugiés jusqu'à nos jours en France. Bien sûr, on sait bien que il n'y a pas que les aspects techniques, mais il y a aussi une sorte de métamorphose, d'un changement du statut même de réfugié. Aujourd'hui, on commence à parler de réfugiés climatiques. Je suppose qu'à l'époque, la question ne se posait même pas. On parle également, mais le statut n'est pas accordé, parce qu'à partir du moment où on parle de réfugiés économiques, la philosophie même de réfugiés va complètement changer. Aujourd'hui, on fait la différence chez les juristes entre les demandeurs d'asile et les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui obtiennent le statut de réfugié en France de l'OFPRA, en Tunisie de l'UNHCR, et dans d'autres pays, c'est les États qui accordent. Mais la Tunisie et le Maroc ont délégué à l'UNHCR la charge de statuer, d'accorder ou de refuser, de débouter des personnes qui demandent l'asile. Et à partir du moment où l'individu, le demandeur d'asile, n'obtient pas le statut de réfugié, il passe directement au statut d'un immigré. À ce moment-là, c'est les politiques nationales qui interviennent, soit pour lui accorder un titre de séjour ou pour lui refuser ce titre de séjour. Et là, il passe et devient un migrant irrégulier. Et là, je reviens aussi à ta réflexion très intéressante. Et là, c'est une question à laquelle je réfléchis depuis toujours. Là, il faut voir peut-être entre la 3e, la 4e et la 5e République, et aujourd'hui l'évolution, voir aussi les travaux des juristes, c'est la classification de réfugiés et de migrants
est très important. Elle s'impose par le fonctionnement des instances internationales qui gèrent la question de l'asile. Aujourd'hui, l'UNHCR gère uniquement la question des réfugiés. L'ONU gère spécifiquement le cas des Palestiniens et aussi, donc, on voit d'autres organismes les ministères de l'Intérieur en général, qui statuent sur la situation des émigrés. Il y a bien sûr des conditions pour l'entrée, le séjour, la sortie du territoire, et ça c'est régi par les lois nationales. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne met une pression énorme sur les pays du voisinage sud pour imposer une politique sécuritaire et restrictive. Tout cela nous invite à réfléchir toujours à cette question, est-ce qu'il faut suivre la logique des juristes de penser à l'immigration et à l'asile séparément ou essayer de traiter cette question d'une façon, de voir l'enchevêtrement entre les deux et le lien. Ça fonctionne comme des vases communicants parce qu'un réfugié peut dans quelques années obtenir par exemple la nationalité, idem pour l'immigré. Là, tout ça, c'est très important. Et aussi, j'ai constaté aussi, et ça me paraît encore évident jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des considérations internes et des considérations idéologiques et des considérations internationales qui agissent. Mais là, ce qui est important aussi, c'est que la 4e République, comme la période de Vichy, est présentée comme étant une parenthèse dans l'histoire de la France. Tu sais bien que dans nombreux travaux, nous avons constaté que Vichy n'a jamais été une parenthèse. Et là, on voit bien que la 4e République n'est pas une parenthèse. Surtout quand on constate ou quand on réfléchit aux fonctionnaires et aux fonctionnaires, ceux de la 3e République étaient logiquement les mêmes qui ont travaillé sous Vichy et éventuellement sous la 4e République. Et on voit bien, par exemple, par la suite même au cours de la 5e République, par exemple, quand il y a eu la répression des Algériens, il y a eu, tu sais bien qu'il était le préfet de police de Paris. Donc, il y a un héritage. Donc, il faut penser toujours en termes d'accumulation d'héritage. Et aussi, il y a un autre élément, avant de demander à nos amis s'ils ont des questions, un autre élément, c'est que pendant cette période, les réfugiés étaient essentiellement européens. Est-ce que c'est un élément qui a changé, qui a influencé la politique migratoire pendant cette période? Je commence par cette question et après, je donnerai la parole à nos amis qui nous suivent. Alors, tout à fait, merci pour ces observations tout à fait intéressantes et précieuses. Alors, sur la question des taxonomies, c'est ça un petit peu des classements, moi je dirais, je reprends toujours une dichotomie qu'a élaborée Nancy Green, l'historienne Nancy Green, à propos du transnationalisme. Et ça, je l'applique un petit peu à tout. Elle dit qu'il faut distinguer les réalités historiques et les réalités historiographiques. C'est-à-dire qu'il y a la réalité historique, telle qu'elle existe, et il y a la manière dont nous, historiens, chercheurs, etc., nous la mettons en discours et en catégorie. Donc, est-ce que nous, pour nos analyses, nous devons reprendre les catégories juridiques? Alors, évidemment, on ne peut pas en faire abstraction puisque c'est sur ces catégories que la politique se fondait. Je n'en ai pas parlé trop en détail parce que sinon, j'aurais dû faire tout mon exposé là-dessus, mais les discussions sur le statut de réfugié ont été extrêmement complexes et houleuses, et notamment, j'en ai un petit peu parlé à propos de la Constitution de la 4e République, mais on a voulu faire barrage à une définition trop large, non pas parce qu'elle aurait été trop généreuse, mais parce qu'elle aurait pu concerner des réfugiés qui auraient été dans le mauvais camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a aussi une distinction et on fait très attention à cela. Moi, je l'ai vu, par exemple, je l'ai constaté en lisant les accords entre la France et l'OIR, où il y a des discussions très claires. Attention, surtout dans les définitions, il faut réduire la possibilité d'accueillir les réfugiés et notamment les personnes déplacées, parce qu'il y a aussi ça, en faisant attention à, je dirais, leur place pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport, je dirais, à la liberté ou à l'oppression et à ces régimes-là. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je plaide personnellement pour une étude conjointe des politiques migratoires et de la politique des réfugiés.
parce qu'il est vrai que souvent, il y a de très bons textes, de très bons livres sur la politique des réfugiés qui critiquent, à juste titre, la fermeture d'esprit des politiques à l'égard des réfugiés, mais qui ont peut-être une tendance à trop insister sur l'idéologie. Bien sûr que ça compte, et c'est capital. Et c'est là qu'à mon avis, ça va compter, et je fais le lien avec ta dernière question, c'est parce que ça va, je crois, l'idéologie va prendre encore plus d'importance quand les réfugiés ne seront plus des réfugiés européens. Mais, je ferme la parenthèse là et j'y reviendrai, c'est-à-dire que on met cela sur le compte de l'idéologie. C'est vrai, mais ça n'est pas suffisant. Si on met en lien politique des réfugiés, politique migratoire, là, on comprend toutes les logiques et parfois un certain cynisme qui peut exister parce qu'il y a des catégories, il y a des vases communicants qui jouent, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, nous devons, je crois, reprendre les catégories telles qu'elles existent pour comprendre la manière dont les acteurs se positionnaient par rapport à ces catégories. Mais nous pouvons aussi, je crois, distinguer par la chronologie. C'est ça, je crois, la grande différence, et tu le disais plusieurs années plus tard. Je crois que la question du réfugié, c'est une question de temporalité aussi. Dans quelles conditions part-il, dans quelles conditions vient-il, mais le devenir est aussi quelque chose de très important, et la question de la réinsertion des réfugiés se pose toujours, et se pose notamment sous la 4e République. Un dernier point avant de prendre des questions, si tu veux bien, c'est juste que ce qui est intéressant, c'est que les historiens, les sociologues, je pense à Émile Temim du côté des historiens, à Stéphane Dufoy du côté des sociologues, ont nuancé la distinction entre immigration politique et immigration économique dans la plupart des cas. Évidemment, si on parle des antifascistes des années 30 ou des migrations de la faim irlandaise, ça ne se pose pas vraiment. Mais pour l'ensemble, parce que celui qui fuit pour des raisons politiques, il doit bien assurer sa subsistance, et celui qui part pour des raisons économiques a peut-être aussi des considérations politiques qui l'animent. Et aujourd'hui, on y revient. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Et tu as même parlé de réfugiés économiques, c'est-à-dire que là, on est en train de figer. Le réfugié, c'est celui qui est contraint. C'est celui qui n'a pas le choix, en vérité, que de partir. Et c'est ça la différence. Si on parle de réfugiés économiques, on arrive là dans des théories très intéressantes de politistes et de sociologues qui disent que la migration économique est une migration, d'une certaine manière, contrainte, mais c'est là qu'on élargit le champ du réfugié. C'est-à-dire il y a la dimension du danger, la dimension du temps, la dimension de la menace, etc., etc. Mais je crois qu'il faut descendre à une échelle beaucoup plus fine pour cette appréhension-là de ces catégories. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question directe à Jérémy Getch? Alors, vous pouvez juste ouvrir le micro. Sinon, j'enchaîne parce que j'ai d'autres questions. Voilà, c'est juste, Jérémy, en attendant peut-être d'autres questions de la part des collègues. Concernant la Convention de Genève, moi, je plaide toujours d'un traitement différent de la question des réfugiés avant et après la Convention de Genève. Bien sûr. Parce que la Convention de Genève, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait réellement, c'est qu'elle a apporté une définition claire et précise de la question des réfugiés. Avant cette date, comment cela fonctionnait? Nous prenons l'exemple de la France. Alors, avant la Convention de Genève, il y a eu quand même un souci. Alors, là encore, échelles emboîtées, il y a eu des définitions qui ont été reprises de ces instances internationales, notamment l'OIR. L'OIR met en place une série de définitions, de critères. Je me permets de te citer la constitution de l'OIR du 15 décembre 1946. Je préfère te répondre par une citation, ce sera toujours plus précis. Le terme réfugié s'applique à toute personne qui a quitté le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ou qui se trouve en dehors de ce pays et qu'elle ait ou non conservé sa nationalité qui appartient à l'une des catégories suivantes. En vérité, selon moi, ce n'est pas une question de définition, c'est une question de critères. Est-ce qu'on répond à un ou plusieurs critères? Alors, je t'en cite quelques-uns. Premier critère, victime des régimes nazis et fascistes ou des régimes ayant pris part aux côtés de ceux-ci à la Deuxième Guerre mondiale ou encore de régimes analogues qui ont été
ces régimes dans leur lutte contre les Nations Unies. Personnes considérées comme réfugiés avant le commencement de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Qu'était-il avant 1939 ? Que s'est-il passé pendant la guerre ? Et le terme réfugié s'applique aussi à toute personne autre qu'une personne déplacée, parce que ça, c'était une autre appellation, si tu veux, c'est un statut dans le statut, qui se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, et qui, par suite d'événements survenus après le début de la Seconde Guerre mondiale, ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle avait ou pas dont elle avait la nationalité. Et bien sûr, il y a le cas des Juifs spécifiques, pas des Israélites, comme on disait. Donc, si tu veux, je dirais que la Convention de Genève, elle est capitale et tu as raison, je crois, pour cette raison, que, à mon avis, elle universalise et elle généralise les conditions. Parce que tu vois que là, dans la constitution de l'OIR, on est marqué par, et c'est normal, ce référent qui est la Seconde Guerre mondiale et tout se fait. Pardon, Jérémy, elle est une référence supranationale. Là où c'est important. Alors, à l'intérieur de cela, tu as aussi comment dire, dans ce cadre-là, il y avait une marge d'interprétation qui était laissée au gouvernement et à l'État. Ça aussi, on a. Alors, il y a des gens qui se demandent d'ailleurs quel est le statut après la guerre, parce que ça, c'est 46, mais il y a quand même les années 45, 46. Moi, j'ai retrouvé une lettre qui est adressée à Daniel Mayer par une association et qui donne lieu à un rapport qui se trouve aux archives nationales de la direction des étrangers du ministère de l'Intérieur. Et en fait, il y a une claire définition de ceux qui résidaient en France lors de leur déportation et ceux qui n'y résidaient pas à ce moment-là, parce que toujours la question de la Seconde Guerre mondiale, et je te lis l'extrait, les premiers sont replacés dans leur situation antérieure, exception faite des ressortissants des pays ennemis et des étrangers qui font l'objet de griefs particuliers. Les seconds sont, dès leur entrée en France, remis aux autorités alliées qui les prennent en charge. Donc là aussi, on délègue la question auprès d'instances internationales et les rassemble dans des camps en attendant qu'ils puissent être rapatriés. Et là, le rapport précise quand même, cette distinction fait abstraction évidemment de toute considération raciale. Donc on essaie de rentrer dans un statut un peu général, je dirais presque universaliste, mais c'est un sens universel en tout cas. Mais je crois que justement, tu as raison sur la Convention de Genève, c'est que la Convention de Genève va passer un seuil supplémentaire et là va permettre de sortir de la question strictement de l'Europe et de la guerre pour, je dirais, véritablement édifier une approche générale du statut de réfugié. Et c'est pour ça que les discussions préalables ont été extrêmement rigoureuses et houleuses, dures et houleuses, c'est parce qu'on a eu l'impression qu'à un moment, là, vous savez, je pense que celui qui veut surveiller et contrôler, il doit lui-même nommer. Si quelqu'un d'autre nomme à sa place, je crois que là, il y a une difficulté importante et donc on ne veut pas perdre, surtout en France, c'est important, le pouvoir des mots et le pouvoir de définir. Les mots ont vraiment un sens et oui. C'est pour cette raison que même au niveau de l'application, quand on parle de menace, elle est interprétée selon les consciences. Selon la conscience des hauts fonctionnaires. Donc là, c'est important. Le temps passe. D'ailleurs, j'aurais aimé te poser la question sur… Oui, Jérémy. Une petite précision, si tu veux bien. En France, les défenseurs, disons les plus ouverts face aux questions migratoires et de réfugiés, etc., ont été pour un statut international parce qu'ils se sont dit, s'il n'y a pas de statut international, vu le contexte de la guerre froide et l'intolérance prêtée au gouvernement, les réfugiés, ceux qui seraient reconnus comme des réfugiés à l'international, seraient en France considérés comme de vulgaires suspects menaçant l'ordre public. Oui, toujours important. J'aurais aimé avoir plus de temps pour te poser la question sur la racialisation du traitement des réfugiés, mais je pourrais renvoyer à ta page sur le site du Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine.
les collègues ou les étudiants peuvent revenir à tes travaux qui sont pour la grande partie sur ta page Academia ou en ligne. Voilà, un grand merci, Jérémy. Et toujours, peut-être, c'est important à travers cette conférence de rappeler que pour nous, il importe de revenir aux grands principes grands principes. C'est plus important de revenir à ces grands principes que tu as évoqués plutôt que de céder au populisme et au discours de la haine qui se développe surtout pendant les périodes électorales. Un grand merci et au revoir. Merci à toi, Ria, tu as parfaitement raison. Merci à tous ceux qui nous ont fait l'amitié de nous suivre. Merci beaucoup. Merci, au revoir.